Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la présidentielle brésilienne, elle n'aura lieu que dans un an. Et pourtant, les Brésiliens s'imaginent déjà le futur duel Lula-Bolsonaro. L'ancien président icône de la gauche est effectivement de nouveau éligible. Elle vient d'empocher le jackpot, au moins 7 millions de dollars pour l'entretien événement de l'année. Nous vous parlerons d'Oprah Winfrey, la papesse de la télévision américaine à qui vient de se confier cette semaine le couple Sussex. Et puis nous vous emmènerons au Canada où un scandale vient d'éclater, une affaire très sérieuse de beurre, trop difficile, vous le verrez, à tartiner. Notre image de la semaine pour commencer, c'est celle d'un Brésil qui croule sous les morts. Image ici de ces nouvelles tombes creusées à la hâte par centaines à Sao Paulo, alors que le pays bat chaque jour de nouveaux records de décès. En moyenne ces dernières semaines, ce sont 1573 Brésiliens qui décèdent du Covid chaque jour. La gestion de la pandémie qui s'invitera, nul n'en doute, dans la prochaine campagne présidentielle. Le scrutin aura lieu l'an prochain. Et depuis quelques jours, la gauche brésilienne a repris des couleurs. Depuis que son icône, l'ancien président Lula, a vu ses condamnations pour corruption abandonnées par la Cour suprême, ses partisans s'imaginent déjà remporter le duel face à Jair Bolsonaro. Antoine Fenot. Ils ne sont qu'une poignée, mais leur joie est bien visible. Ces Brésiliens de Sao Paulo sont descendus dans les rues dès l'annonce de la Cour suprême. L'ancien président Lula retrouve ses droits politiques, de quoi nourrir immédiatement l'espoir chez ses supporters. C'est vraiment un sentiment d'espoir. On a le sentiment que nous avons maintenant une chance de rétablir la démocratie dans notre pays et de nous battre pour nos droits. Si j'étais Bolsonaro, je ne dormirais pas sur mes deux oreilles. Je suis sûre que le 1er janvier 2023, il transmettra l'écharpe présidentielle à Lula. Avec ce verdict, Lula a toutes les chances d'être l'adversaire de Jair Bolsonaro lors du prochain scrutin présidentiel. Et cette candidature suscite déjà l'enthousiasme. À en croire un récent sondage, 50% des Brésiliens seraient prêts à voter pour Lula, contre 38% pour Jair Bolsonaro. Mais si Lula est très apprécié, ce n'est pas le cas de sa formation politique. Le Parti des travailleurs accumule une popularité record et revers électoraux ces dernières années. Lors des dernières élections municipales, le PT a subi une véritable déroute, perdant plus d'un quart de ses mairies. Pire, l'image du parti est marquée au fer rouge par la corruption et la crise économique. Pourtant, malgré cette impopularité, la candidature de Lula apparaît presque certaine. Tout à coup, on se rend compte que le principal adversaire pour Bolsonaro sera Lula. La pression qu'il va avoir pour être candidat sera très forte. Ce sera difficile pour lui de s'affranchir de cette pression en disant « je ne veux pas être candidat une 5e fois ». Sur le front politique et face à la pandémie, Lula a un atout de taille dans sa manche. Il a déjà eu à gérer une crise sanitaire, celle du H1N1 en 2009. L'ancien métallo ne cesse d'ailleurs de vanter ses succès de l'époque. Un argument de taille, alors que le Brésil affiche l'un des pires bilans mondiaux face au Covid-19 avec plus de 260 000 morts. D'autant plus que Jair Bolsonaro ne brille pas par sa gestion de l'épidémie, dénonçant d'un côté les restrictions sanitaires prises dans plusieurs villes et appelant de l'autre les Brésiliens à arrêter de se plaindre. En 2 ans de pouvoir, Bolsonaro n'a jamais eu d'adversaire capable de tenir un débat avec lui. Maintenant, c'est le cas. C'est très nouveau pour Bolsonaro. Si sur le papier ce duel a toutes les chances d'avoir lieu, les déboires judiciaires de Lula ne sont pas terminés. Le procureur peut encore faire appel de la décision de la Cour suprême et parasiter la possible candidature de l'ancien président. Ces ennuis à lui ne font sûrement que commencer. Le président du Honduras s'est retrouvé cité cette semaine dans une affaire de trafic de drogue. Pendant le procès d'un narcotrafiquant présumé qui vient de s'ouvrir à New York, le procureur s'en est directement pris à Juan Orlando Hernandez, l'accusant d'avoir aidé à acheminer des tonnes de cocaïne vers les États-Unis. Les Honduriens sont sous le choc. Ces nouvelles accusations jettent le trouble sur leur président. Lui qui se présente pourtant comme un champion de la lutte contre la drogue et les gangs qui terrorisent le Honduras. Juan Orlando Hernandez, au pouvoir depuis 2014, est accusé d'être complice de trafic de cocaïne dans un procès aux États-Unis. Il n'est toutefois pas inculpé personnellement. Lo que debería hacer es asumir su responsabilidad, creo yo, como cualquier otra persona. Aquí todo es mentira, allá no mienten, ellos sí mienten. Y solo le toca irse para allá, que es el hermano de él. Eso es lo que le toca a Juan Orlando, irse para allá.
Juan Orlando Hernandez aurait touché 25 000 $ de pots de vin d'un trafiquant de drogue entre 2013 et 2014. En contrepartie, le président hondurien aurait garanti sa protection. C'est en tout cas ce qu'affirme un procureur fédéral new-yorkais à l'ouverture du procès du narcotrafiquant présumé. Le président hondurien rejette en bloc ces accusations et se défend sur Twitter. De nombreux gros titres sont basés sur de faux témoignages de trafiquants de drogue dont les mensonges visent à se venger, à réduire leur peine et à bénéficier d'autres avantages. Ce n'est pas la première fois que le président du Honduras est accusé par un procureur new-yorkais de corruption liée au narcotrafic. Cela était déjà le cas en octobre 2019 lors du procès de son frère, Tony Hernandez. L'ex-député avait été jugé coupable de trafic de cocaïne. Ce qui est rare et précieux, l'adage s'est confirmé pour l'interview événement de la semaine du prince Harry et Meghan Markle. Des révélations qui ont rapporté gros, très gros même à l'intervieweuse et productrice Oprah Winfrey. Voyez un peu notre chiffre de la semaine. Au moins 7 millions de $. C'est la somme déboursée par la chaîne CBS pour en acquérir les droits de diffusion. À 67 ans, la journaliste, avec ce dernier scoop, a fait coup double, joliment arrondi son magot et conforté dans le même temps son aura internationale. Une interview royale à 7 millions de $, suivie d'une exposition médiatique internationale, le jackpot pour Oprah Winfrey. À 67 ans, l'animatrice est aujourd'hui plus que jamais la reine du talk-show américain. C'est en 1986, avec son Oprah Winfrey Show, que la présentatrice s'invite dans les foyers américains. La charismatique Oprah crève l'écran. Son émission devient rapidement la plus regardée aux États-Unis. Une revanche pour cette native du Mississippi qui a grandi dans la pauvreté et subi des maltraitances très jeune. Élevée par sa grand-mère, Oprah Winfrey est abusée sexuellement par des proches et tombe enceinte à l'âge de 14 ans avant de perdre son enfant. Un épisode qui la marquera au fer rouge. Comme c'est souvent le cas, les abus d'enfants arrivent au sein de la même famille, de l'entourage le plus proche. Au fil des années, l'animatrice vedette construit un empire financier grâce à son nom et son sens aiguisé des affaires. Son talk-show s'arrête en 2011, mais Oprah est déjà une marque, déclinée sur une infinité de contenus et de produits. En 2015, elle rachète une part de Weight Watchers, le spécialiste de la perte de poids. 4 ans plus tard, Oprah signera un contrat avec Apple pour diffuser ses émissions. Avec une fortune estimée à 2,7 milliards de $, elle apparaît régulièrement dans le classement Forbes des femmes les plus puissantes du monde. Un statut qu'elle utilise pour peser en politique. Oprah Winfrey s'est beaucoup investie dans les campagnes de Barack Obama. Je me sens obligée de me lever et de défendre cet homme qui, à mes yeux, a une nouvelle vision pour l'Amérique. Célébrité féministe et engagée pour la cause afro-américaine, Oprah Winfrey est aussi philanthrope. Elle a versé des centaines de millions de $ à des organisations caritatives et créé un internat à Johannesburg pour favoriser l'éducation des filles. Depuis plusieurs semaines, les Canadiens ont un sérieux problème de beurre. Vous avez peut-être entendu parler du Buttergate. C'est le nom donné à cette crise par les médias locaux. Dans le pays ces derniers temps, beurrer ses tartines est presque devenu impossible. La substance trop dure ne s'étale plus. Explication. Rebondissement dans ce qu'on appelle le Buttergate. Il est à la une de tous les médias canadiens. Le Buttergate, le scandale d'un beurre devenu soudainement beaucoup trop dur à tartiner. #Buttergate. Tout est parti de cette blogueuse culinaire il y a quelques semaines qui fait un test sur plusieurs types de beurre à température ambiante. Regardez ces beurres canadiens, très durs au toucher. Seul ce beurre fabriqué en France est mou quand on appuie. J'ai eu plus de 1000 commentaires sur Facebook, des centaines sur Twitter et tout le monde disait « je pensais être seule à l'avoir remarqué ». Celui-là va être plus dur. Dans cette boulangerie de Vancouver, il faut désormais plus de muscles pour les préparations. Il y a quelque temps, notre chef s'est dit « quelque chose ne marche plus avec nos recettes. A-t-on fait quelque chose différemment ?» Et on a réalisé que non, c'est le beurre qui est devenu différent. Les enquêtes pour percer ce mystère national sont encore en cours. Mais la plupart des scientifiques disent avoir trouvé le coupable, l'huile de palme, déjà critiquée pour la déforestation.
Avec la pandémie, beaucoup plus de Canadiens sont restés cuisiner chez eux. La demande de beurre a explosé et il a fallu que les producteurs de lait suivent. Les compléments alimentaires à base d'huile de palme donnés aux vaches augmentent leur production, mais changeraient légèrement la consistance du lait. À partir du moment où on incorpore de l'huile de palme dans le circuit, cela colle mal avec l'image virtueuse que l'industrie laitière essaye de vendre au public canadien. Les compléments à base d'huile de palme ne sont ni nouveaux ni illégaux, y compris en Europe. Le dosage dépend des éleveurs. Mais devant la polémique, les organisations de la filière laitière canadienne ont demandé aux producteurs d'abandonner cette pratique. Voilà, cette pandémie qui n'a pas que des conséquences dans les assiettes des Canadiens. Nos nerfs aussi seraient largement sollicités ces derniers temps. Hausse du stress, de la frustration. La Californie croit en tout cas avoir trouvé une parade. Les Rage Rooms, entendez par là des pièces de la colère. L'idée en gros, vous choisissez votre outil, une batte de baseball, marteau, pied de biche. Vous entrez ensuite dans une pièce dédiée. Et là, vous pouvez, certains de vous, je les entends déjà en rêve, absolument tout casser. Des écrans d'ordinateur, des meubles, des verres, des assiettes. Bref, il paraît que c'est très bon pour extérioriser. Les services d'un thérapeute sont même offerts en prime. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer la France en particulier que le conflit paye tout. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.